Natacha. Merci beaucoup pour cette introduction. Bon, en fait, voilà, vous avez fait le job, donc je peux passer directement à la dia suivante. Donc, au niveau de la mise en contexte, donc c'est… Ah oui, vous dire, bon, je commence directement, ça me paraît évident, alors qu'en fait, non. Je remplace en fait au pied levé mon collègue et doctorant Romain Bozé. Voilà, il se fait que ce matin, il lui est arrivé un petit impératif, un petit imprévu. Et donc, voilà, j'assurerai la présentation pour lui aujourd'hui et j'espère, mais ça m'étonnerait que je trahisse sa pensée, mais j'espère que je ne le ferai pas. Donc, alors, tout d'abord, donc il s'agit en fait, au niveau de la mise en contexte, du travail que mène Romain dans le cadre de sa recherche doctorale qui est financée par le FNRS, donc le Fonds national de la recherche scientifique belge. C'est une recherche qui est située euh, entre la psychologie cognitivo-développementale et la didactique des mathématiques. Les buts du travail sont au nombre de trois grands buts de ce travail. C'est d'une part de mieux comprendre le développement spatial des enfants et adolescents âgés de 6 à 15 ans, donc on retrouve cette perspective développementale dans un contexte d'apprentissage de la géométrie en 3D, qui forcément fait que on a besoin de la didactique des maths pour investiguer cela. Il a aussi pour objectif, dans son travail, d'identifier l'impact de certaines variables, dont le support numérique, notamment, mais pas uniquement. Donc, évidemment, pour la présentation d'aujourd'hui, dans le cadre de son congrès-ci, on se concentre sur les aspects numériques, mais il n'y a pas que ces variables-là qui sont prises en compte et qui permettent d'avoir une réflexion sur les habiletés spatiales de ces enfants et adolescents. Et puis, in fine, l'objectif est de fournir des pistes aux enseignants pour la formation enseignante, formation continue ou formation initiale. Alors, il réalise ce travail de réflexion en menant des expérimentations sur le terrain. Et l'objectif de cette première présentation est véritablement de passer en revue les différentes expériences qui sont menées avec les enfants sur le terrain. Mais avant cela, il me semblait important de vous préciser quelques éléments du cadrage théorique. Alors, il est question dans ce travail de thèse de travailler spécifiquement les habiletés spatiales. Les habiletés spatiales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des processus cognitifs qui expriment la manière dont on apprend un environnement et les relations qu'entretiennent les objets de cet environnement. Vous allez me dire, waouh, c'est un peu compliqué comme définition. Oui, mais vous voyez, vous allez voir que tout va s'éclairer au fur et à mesure de la suite, parce que bien, on va parler quand il est question d'habileté spatiale et de l'environnement. Alors, c'est sûr qu'on parfois on pense à l'environnement géographique, donc celui où on se situe quand on marche dans la rue. Alors oui, ça fait partie des environnements qui sont utilisés. En mathématiques, plus précisément, on va parler d'environnement au niveau de la feuille, hein, l'espace 2D, mais aussi l'environnement de la classe avec la manipulation, pourquoi pas, d'objets tridimensionnels. Et on va aussi travailler en mathématiques sur les relations qu'entretiennent ces différents objets dans ces environnements. Alors évidemment, il y a une dimension, il y a plusieurs dimensions. Il existe plusieurs dimensions parce qu'on parle d'habileté visio-perceptive, d'habileté visio-spatiale, notamment de visualisation spatiale, de rotation mentale, d'orientation spatiale. Ce n'est pas vraiment la même chose à chaque fois. Bon, là, l'idée, c'est de vous présenter globalement ce que sont les habiletés spatiales et donc de vous expliquer aussi globalement que la visualisation spatiale, c'est ce que vous pouvez faire comme manipulation d'objets dans votre esprit. Une fois que vous fermez les yeux ou vous les avez ouverts, vous pouvez imaginer un cube en train d'être manipulé spatialement. La rotation mentale, c'est axé aussi sur la visualisation spatiale, mais c'est plutôt dans l'espace réduit, le micro-espace, comme on l'appelle en mathématiques. Donc, quand on demande à un élève d'imaginer la rotation d'un cube qu'il effectuerait avec sa main. L'orientation spatiale, c'est quelque chose de plus large qu'on peut retrouver évidemment en mathématiques quand on demande notamment aux élèves de se déplacer sur des pavages et de faire X cases en avant, X cases sur la droite, la gauche, etc., etc. Alors, ces habiletés spatiales, elles sont malléables. Ça veut dire qu'elles vont être développées dès l'enfance et qu'elles vont pouvoir se développer avec l'âge. Et
pour certaines de ces habiletés, si je prends la décentration, hein, une habileté qui a été au départ travaillée par Piaget, qui est la capacité justement d'appréhender le point de vue d'autrui. Donc, alors là, c'est sûr qu'on est à distance, c'est un peu difficile, mais imaginez que vous avez une personne devant vous. Vous pouvez imaginer ce que voit cette personne face à vous normalement. Et elle peut faire la même chose sur ce que vous voyez vous. C'est ce qu'on appelle la décentration, c'est être capable d'envisager le point de vue de quelqu'un d'autre. Eh bien, par exemple, pour Piaget, il disait dès 1948, dans un de ses ouvrages, que les enfants étaient capables de décentration à 8 ans. Eh bien, les recherches menées dans le domaine ont permis de se rendre compte que quand on exerce cette habileté-là chez les enfants, chez les plus jeunes enfants, voire chez quasiment les bébés, en fait, eh bien, eux aussi sont capables de décentration à condition que l'on développe chez eux ces habiletés spatiales, cette habileté spatiale. Donc, voilà, ce sont des habiletés qui se développent avec l'âge, mais qui peuvent être développées dès l'enfance, notamment par le biais d'un enseignement plus spécifique. Alors, ces habiletés, elles sont assez complexes à acquérir et elles posent pas mal de difficultés pour les enfants et les adolescents. Bon, en tant qu'adulte, d'ailleurs, on se dit que parfois, on a aussi des difficultés au niveau du spatial. Donc ça parle généralement à tout le monde se reconnaît dans cela, et bien souvent, quand on repense à ces cours de maths dans le secondaire, on se dit, bon, oui, c'est vrai, en géométrie, parfois, c'était vraiment compliqué de voir dans l'espace, comme ça, des informations sur les graphiques ou autres. Alors, ces habiletés spatiales sont intimement liées à l'apprentissage de la géométrie tridimensionnelle. Tout simplement parce que on vit dans un espace en 3D et que la géométrie tridimensionnelle, elle est partout autour de nous, même si elle n'est pas conceptualisée en tant que telle, puisque ça demande un apprentissage spécifique. Et les habiletés spatiales sont vraiment essentielles tout au long de la vie, hein, dans le parcours scolaire, dans le parcours professionnel et surtout dans la vie quotidienne. Évidemment, nous, on va se cantonner en tant que pédagogue au parcours scolaire et au parcours spécifiquement au parcours des enfants et des adolescents à l'école. Alors, quelles sont les expérimentations qu'on mène sur cette thématique en utilisant les nouvelles technologies? Eh bien, je vous en présente une qui est actuellement réalisée justement par Romain dans le cadre de sa thèse. Il est question ici de s'intéresser spécifiquement à l'habileté visuo-perceptive, donc à la perception de la 3 dimensions. Et les 2 grandes questions qui guident Romain, évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, je vous la fais en raccourci la présentation, mais c'est qu'est-ce que l'adolescent et l'enfant perçoit lorsqu'il est confronté à des solides virtuels. Et la manipulation de ces solides virtuels impacte-t-elle ce qui est perçu? Ça pose plusieurs questions. Avant de détailler spécifiquement l'expérimentation, c'est qu'en fait, ça veut dire que dans la littérature actuellement, et effectivement, c'est ce qui manque, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur la manière dont un enfant ou un ado perçoit des solides virtuels quand on le leur présente. Alors, c'est vrai que nous qui utilisons les technologies, on se dit, oui, c'est mieux, c'est plus facile, ils voient mieux grâce aux technologies, mais en fin de compte, quand on essaie de retrouver dans la littérature des preuves comme quoi ça marche mieux avec les technologies, eh bien, on n'en a pas. D'où l'intérêt de cette expérimentation. Autre intérêt aussi, c'est que souvent, d'ailleurs, dès l'enseignement maternel, dès l'enseignement primaire, on fait manipuler des solides, des vrais solides, des solides concrets par les enfants, pour qu'ils s'imprègnent, pour qu'ils perçoivent correctement l'objet, qu'ils se représentent, parler correctement, avec les bons termes, correctement les objets en tête. Les environnements virtuels posent une autre question. C'est quid de la manipulation de ces solides virtuels? Est-ce que véritablement c'est pareil que quand on manipule quelque chose de concret? Alors, bon, évidemment, je vais devoir faire des raccourcis en termes de présentation, mais une des possibilités, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Romain va comparer 3 groupes basés à chaque fois sur une utilisation différente de l'environnement. Un premier groupe va manipuler des solides virtuels. Il parlera de 2,5 dimensions. Je ne vais pas rentrer dans ces spécificités-là.
c'est en référence notamment à des travaux d'un de nos collègues, Berthelot, à l'Université de Lorraine, mais parce qu'on n'est pas sur du 3D véritablement, puisqu'on est sur de l'environnement virtuel et en même temps, ce n'est pas du 2D. Parce que on a la possibilité de faire tourner un objet en 3D et donc on parle de 2,5 dimensions, si vous voulez. Alors, je vous montre une petite vidéo de ce à quoi ça ressemble quand on fait manipuler les enfants sur la tablette et ce qu'on leur fait en fin de compte manipuler. Alors, dans ce cas-ci, on a pris un cube pour vous montrer quelle manipulation l'enfant réalise. Ça, c'est pour un premier groupe. Donc, c'est sur tablette et l'enfant réalise ceci. Dans un deuxième groupe, l'élève est confronté à des solides virtuels à observer, mais via vidéo. Il ne manipule pas lui-même sur la tablette le solide. Donc, il est quelque part passif face au support. Et ensuite, pour un troisième groupe, eh bien, le groupe va manipuler des solides, un groupe avec des solides virtuels à manipuler. Pardon, excusez-moi. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'échantillon va porter sur… En fait, vous ne voyez pas le haut de la dia, je m'excuse. Je ne sais pas, enlever la barre du haut. Ah, voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, l'expérimentation est réalisée sur au moins 120 sujets par groupe répartis dans différentes tranches d'âge. Les 6-7 ans, les 8-9 ans, les 10-11 ans et les 12-15 ans. Alors, ça va se dérouler en 3 grandes phases. D'une part, une récolte d'informations a priori menée auprès de divers acteurs. On va questionner les parents, on va questionner les enseignants, on va questionner les enfants. Alors, que leur demande-t-on? Décidément, j'ai mis trop d'infos sur Média, je ne sais pas où mettre la barre. Alors, aux parents, on leur demande s'il y a des troubles qui ont été diagnostiqués ou qui sont suspectés chez les enfants. Est-ce que les enfants ont des troubles moteurs? On utilise une épreuve psychométrique pour le savoir. Et est-ce qu'ils… qu'est-ce qu'ils ont comme habitude vis-à-vis des appareils tactiles, des jeux vidéo, des jeux de construction, de la pratique d'un sport, de la pratique d'un instrument de musique. Pour les enseignants, on leur demande si les enfants ont des troubles diagnostiqués ou suspectés, parce que parfois, certains parents sont passés à côté de troubles et les enseignants ont pu mettre le doigt dessus. Parfois, c'est l'inverse aussi. Et puis, des apprentissages de la 3D et du matériel utilisé. Donc, on va véritablement questionner les enseignants sur ce qu'ils ont fait apprendre à leurs élèves, ce qu'ils ont appris à leurs élèves et comment ils l'ont fait apprendre. Pour les enfants, là, on leur fait passer une épreuve psychométrique sur les processus visuels pré-catégoriques, notamment en utilisant l'épreuve de la Borbe, une adaptation en fait de l'épreuve de la Borbe, un questionnaire a priori sur les habitudes avec la tablette. Vous allez me dire, on pose les mêmes questions aux parents. Oui, parce que parfois, on pose la question aux enfants et on leur dit, tu es souvent sur la tablette? Ah non, pas du tout, alors qu'il y passe 3 heures. Et puis les parents, ah oui, évidemment, il est toujours dessus alors qu'il y passe à peine 50 minutes. Donc, on a préféré prendre les 2 infos. Et puis aussi la vérification de la capacité de distinction des teintes de couleurs présentes dans l'épreuve, parce que comme on fait manipuler des objets virtuels qui présentent des différences de couleurs, on veut vraiment être sûr que les enfants voient bien les différentes teintes. Alors, au niveau de l'épreuve expérimentale, on se base sur des représentations géométriques principalement 3D qui sont montrées sur la tablette dans la modalité du groupe. Donc, des groupes que je vous ai présentés précédemment. Un entretien qui dure environ 20 minutes. Donc, l'enfant va devoir choisir parmi une série d'objets proposés, 2D et 3D, lequel est celui qui a été observé, manipulé sur la tablette. Donc, évidemment, l'expérimentateur autorise plusieurs réponses. Et ce qui est important, évidemment, c'est la justification que les enfants vont donner quand ils vont réaliser cet exercice. Alors, au niveau des représentations d'objets géométriques, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous présente le cube, mais il n'y a pas que le cube. Romain travaille sur le cylindre, le rond, parce qu'on utilise donc des formes aussi 2D, permettre justement le croisement de données, le cône, la sphère, le carré, le prisme, l'anneau, le cube, l'anneau à bord droit. Bon, pour l'anneau, petite anecdote,
les enfants, quand on leur demande un peu ce à quoi ça leur fait penser, ils nous disent le donuts. Pour vous dire vraiment que voilà, ils ont déjà aussi des représentations avec, ça leur évoque des objets concrets. Pour l'enregistrement vidéo de la tablette dans le groupe 1. Évidemment, ce n'est pas pareil pour le groupe 2 et le groupe 3, puisque c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure à travers la vidéo ou alors le support plus fixe. Au niveau de la récolte d'informations a posteriori, eh bien, Romain va questionner les élèves sur la facilité ou non des exercices proposés, sur la compréhension des consignes, etc. etc. Alors, l'expérimentation dérivée. Une autre expérimentation qui est menée, c'est une expérimentation sur l'habileté visuo-perceptive. Donc, c'est encore sur la perception de la 3D. Là, on se pose deux autres questions. Est-ce que l'apparence des objets réalistes ou non influence ce qui est perçu? Donc, on veut savoir si le caractère réaliste ou non influence ce qui est véritablement perçu par les enfants. Et est-ce que l'orientation du support influence aussi ce qui est perçu? Vous allez me dire pourquoi poser ce genre de questions sur l'orientation du support? Tout simplement parce que majoritairement, les enseignants vont utiliser, s'ils l'utilisent, le TBI, par exemple, et c'est un support vertical. Or, ils travaillent essentiellement, les élèves, sur un support horizontal, puisqu'ils travaillent sur leur banc. Et donc, on veut voir aussi si cette variable a une influence sur la perception. Et puis alors, donc, des expérimentations similaires, mais où les groupes sont construits en fonction d'autres variables que le type de support sont proposés. Donc, on part sur l'objet d'apparence réaliste pour un premier groupe, donc on part sur des objets du quotidien. L'objet d'apparence semi-réaliste, c'est-à-dire des objets en bois, ce qu'on retrouve davantage dans l'enseignement primaire, ce qui est manipulé par les instituts primaires, et puis des objets d'apparence neutre, qui sont juste des objets en couleur, semblables à ceux que je vous ai présentés dans la dia juste avant. Et puis ensuite, donc, deux supports présentés différemment, verticalement ou horizontalement. Cette expérimentation, elle est vraiment… une autre expérimentation est réalisée et celle-ci porte sur l'habileté de visualisation spatiale sur des objets 3D. Alors, on travaille ici, ce que Piaget avait fait dès 1950, on n'a rien inventé pour le coup, hein, mais ça a été répliqué à quelques reprises, mais pas énormément, sur les découpes de solides et sur la représentation que vont avoir les élèves quant à la forme laissée par la coupe dans les solides. Donc, des expérimentations avec épreuves papier-crayon sont proposées, puis des expérimentations avec des objets à observer en 3D sont proposées aussi dans la littérature. Alors, voilà, là, moi, je vais me concentrer davantage sur la suite en parlant de ce que Romain véritablement fait dans le cadre de sa thèse, puisque si dans la littérature, on a exploré le papier et la 3D, il veut savoir, lui, si c'est la même chose quand on utilise des objets virtuels. Donc, il veut en fait savoir si le type d'objet réel ou virtuel influence la réussite de tâches impliquant la visualisation spatiale. Il veut aussi savoir si la manipulation concrète favorise la réussite de tâches impliquant la visualisation spatiale. Pour ça, il va prendre en compte, notamment les premières expérimentations réalisées sur le sujet et les expérimentations que j'avais réalisées dans le cadre de ma thèse. Mais lui, il va comparer 5 groupes. 5 groupes, donc un premier groupe qui va manipuler des solides concrets. Donc, les élèves de ce groupe vont pouvoir manipuler des solides réels, concrets. Et puis, dans un deuxième groupe, donc d'autres élèves qui vont uniquement observer des solides réels. Dans un troisième groupe, on vise la manipulation via une application sur tablette de solides virtuels. Et dans un quatrième groupe, l'observation de solides virtuels sur vidéo. Alors, on réalise un cinquième groupe pour
croiser les données avec des solides qui sont présentés sur TBI ou tablette, mais uniquement à observer sous la forme d'une représentation fixe 2D ou d'un objet 3D, une image. Alors, on a mis TBI ou tablette parce que dépendamment des résultats à l'expérimentation précédente, où je vous parlais du support horizontal ou vertical, eh bien, il est possible que l'on retravaille aussi différemment cette expérimentation-ci. Donc voilà, l'idée est vraiment de tenir compte de ces expérimentations précédentes. L'idée aussi est de donc proposer aux élèves des tâches, comme je disais tout à l'heure, où on vient couper dans la figure et où ils doivent imaginer les formes laissées par la coupe sur la figure. Donc là, on voyait un cube et puis un couteau sur la gauche du cube qui vient couper le solide. Et on propose la même chose via tablette sur environnement numérique. Alors, c'est une expé qui sera réalisée sur un échantillon d'au moins 100 enfants, de même catégorie d'âge, où on va prendre des infos au niveau chez les parents, chez les enseignants, chez les enfants. Comme tout à l'heure, évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes épreuves psychométriques puisqu'il ne s'agit pas des mêmes habiletés spatiales spécifiques qui seront travaillées. L'épreuve expérimentale, donc c'est un objet qui est montré dans la modalité du groupe où un objet et un couteau prêt à le découper sont montrés dans la modalité du groupe aussi. Ce sont des séances qui se font collectives, mais toutes les réponses sont recueillies de manière individuelle sur papier. Donc l'enfant va devoir dessiner sur une feuille la forme de l'empreinte ou la forme de la coupe laissée par le couteau quand il aura imaginé la coupe dans le solide. Au niveau de la récolte d'informations a posteriori, c'est une récolte de perception aussi. Alors, il y a une suite à cette expérimentation-là qui est proposée où on va se poser encore d'autres questions, à savoir la manipulation concrète favorise-t-elle le développement de l'habileté de visualisation spatiale et puis le type de solide concret ou virtuel influence-t-il le développement de l'habileté de visualisation spatiale. Pour cela, eh bien, on fait une autre expé avec d'autres groupes où on fait manipuler des solides concrets, où on fait observer uniquement des solides réels, où on fait manipuler sur application des solides virtuels, où l'on fait observer des solides virtuels via vidéo. Bon, en gros, vous avez un peu toujours compris, c'est un peu la même chose où on va changer quelques variables au fur et à mesure des expérimentations et où on va aussi forcément réaliser des pré-tests et des post-tests pour justement pouvoir évaluer, suite à un entraînement, la possibilité ou pas de performer davantage dans certaines habiletés. Donc ça, c'est aussi ce qui est prévu. Alors, il y a quelques limites, évidemment, aux expérimentations menées, parce qu'il y en a toujours dans toutes les expérimentations qui sont menées. C'est la difficulté d'obtenir des infos sur les apprentissages qui ont été réalisés les années précédentes. Et donc, ça, c'est une info qu'on n'aura pas forcément, notamment quand on fait l'expé en première année du secondaire, alors que l'élève était dans une autre école auparavant. La focalisation aussi sur un type de représentation 2D, c'est qu'on travaille ici en perspective parallèle et pas en perspective cavalière. Donc, ça, c'est assez particulier pour les enfants et les ados. La difficulté au niveau de l'usage de l'environnement virtuel manipulable via tablette, une manipulation en 3D à partir d'une interface 2D, et puis certains choix expérimentaux qui risquent véritablement d'influencer les résultats parce que l'on propose des choix multiples et pas autre chose à certains moments, des questions ouvertes et pas autre chose à d'autres moments. Mais bon, voilà, ça c'est le propre de toute expérimentation. Et donc, ce sont toutes des variables que Romain devra garder véritablement à l'esprit dans ses analyses. Pourquoi Oui. Je vous demande de conclure. Oui, je conclue. Excusez-moi. Alors, quel est l'intérêt de l'intégration d'éthique dans les recherches sur le développement spatial? Ils sont plusieurs. Hein. C'est que de plus en plus, ces enfants sont confrontés à des environnements 3D. Et donc, c'est intéressant de comprendre leur fonctionnement face à ce type d'environnement, mais je vous en parlais en début de présentation. C'est que pour l'apprentissage de la géométrie 3D, de nombreuses recherches recommandent véritablement l'utilisation d'environnements numériques. Mais en fin de compte, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on ne sait pas
vraiment si ça marche, et on ne sait pas non plus à quel âge les enfants arrivent à percevoir la 3D dans ce genre d'environnement. Donc, l'importance de mener des recherches sur le sujet, et puis les résultats qui pourraient permettre d'envisager des alternatives pour les épreuves papier-crayon, en incluant notamment des représentations 2D de ce loup. Alors, voilà, je vais m'arrêter là, sachant que de toute façon, ce qui me restait à vous présenter, c'est une enquête mais qui fera l'objet de la présentation juste après. Monsieur Méline. Merci. Merci beaucoup, Natacha, pour la clarté de la description de ces expérimentations et des hypothèses que vous testez. Je propose peut-être de laisser